D'abord, merci beaucoup de votre accueil et de votre invitation. Une précision, ce que je vais dire n'entre absolument pas en contradiction avec tout ce qui a été dit depuis ce matin. Je partage et même, j'espère, essayer de documenter dans mon travail toutes les préoccupations qui ont été énoncées jusque-là. Inégalité de genre perpétrée, voire augmentée par les technos, la surveillance, les impacts environnementaux, les risques de l'IA, les nouvelles formes de rapport à l'État et ce dont on vient de parler, les dégâts d'une numérisation à marche forcée de toute une part de notre vie administrative qui est, je pense, comme ça a été dit et répété, un truc ultra violent dont on peine à mesurer encore les effets et qui, j'espère, n'augmenteront pas trop, mais qui sont très violent. Quand Karl m'a proposé d'intervenir ici, je lui ai répondu que à quoi il m'intéressait de réfléchir, c'est un problème que je me traîne depuis 15 ans, que je traite de la techno dans mon métier de journaliste. Mais je ne pensais pas qu'à la fin de cette journée, ce problème se poserait avec une telle puissance. Et c'est un problème que je pourrais formuler d'une manière un peu caricaturale. C'est comment faire pour tenir sur une ligne de crête, pour utiliser une expression à la mode, donc sur une ligne de crête entre deux abîmes. D'un côté, une technophilie coconne qui, d'après ce que je comprends, ne vous guette pas. Mais de l'autre côté, une technophobie bas du front qui ne vous guette pas non plus, évidemment, mais qui pourrait être l'état dans lequel nous plonge l'événement auquel nous venons d'assister, parce qu'on pourrait avoir envie, après tout ça, de tout balancer, de jeter nos outils, de nous déconnecter, mais dans ce cas, comment les gens qui sont à distance nous écouteraient, comment on continuerait à être en lien après cette conférence et ces conférences pour discuter, comment on continuerait à faire nos métiers, bref, on aurait l'air bien con. Donc cette question, je dois dire qu'elle m'est apparue tout de suite, même si c'était sans doute de manière assez confuse, du fait des conditions singulières de ma découverte du champ numérique. Journalistiquement, je le précise, je n'avais aucune appétence pour la technique, je n'en ai aucune toujours. Pour l'informatique, pour le numérique, pour l'innovation, etc., c'était même l'inverse. Et pour des raisons que je vous épargnerai au risque de sombrer dans des considérations psychopathologiques qui ne sont pas passionnantes. Mais pour aller vite, disons que j'ai étudié la littérature, les sciences humaines, en partie en contradiction avec mes parents qui étaient plutôt des scientifiques. Et en plus de cela, le fait de traiter journalistiquement du numérique m'a été totalement imposé par le directeur de France Culture à l'époque. On était vers 2008-2009. Il s'appelle Bruno Patino, certains d'entre vous le connaissent. Quand il m'a demandé de reprendre l'émission Place de la Toile, si j'avais eu le choix à l'époque, et si j'avais été plus courageux aussi, j'aurais sans doute refusé. Autrement dit, je ne suis pas allé vers les sujets numériques par goût ou par intérêt. J'étais même assez dégoûté de devoir le faire. Néanmoins, je suis une personne relativement fonctionnelle et par ailleurs je pense que le journalisme ça repose sur la curiosité et l'enthousiasme, ça repose aussi sur la capacité d'indignation et la volonté d'informer bien sûr. Et donc quand je m'y suis mis, dès l'été qui a précédé le fait de devoir reprendre Place de la Toile, en lisant la littérature sur le numérique que j'avais à disposition, je l'ai fait avec cœur et j'ai compris vite que j'étais tombé dans un truc qui était absolument passionnant. Et ça n'a pas cessé, et ça ne s'est pas démenti depuis, bien qu'étant été, pour des raisons professionnelles, éloigné 10 fois de la question numérique comme sujet central de ma vie journalistique. J'y suis revenu sans cesse, de différentes manières, et il est possible que je termine ma vie journalistique par là. Pour autant, je ne suis toujours pas devenu un fan d'innovation, ni un fan d'objets techniques, et quand il s'agit de prendre en main un nouveau téléphone, comme c'est arrivé il y a 3 jours, je laisse faire mes enfants, ça ne me procure en moi qu'un intérêt tout à fait limité, et je n'ose même pas vous avouer la désinvolture avec laquelle je souscris à toutes les conditions d'usage, sans aucune précaution, c'est absolument pitoyable. Tout ça pour vous dire que ce partage entre enthousiasme et distance, ou plutôt cette cohabitation de l'enthousiasme et de la distance, est d'abord imposée pour des raisons très personnelles. Ensuite, si cette question technophobie, technophilie s'est posée très vite, c'est pour des raisons qui tenaient à un contexte. Ce que je vous raconte, c'est-à-dire les débuts de Place de la Toile, a eu lieu vers les années 2008-2009. On était en plein essor du Web 2.0, vous vous souvenez, des réseaux sociaux. Des personnalités importantes s'appelaient Loïc Lemeur. Il y avait les Sarcoboy qui adoraient la techno. Des villes lançaient des wikis aussi. Des médias se lançaient avec la participation des internautes comme Pilier, Rue 89, Mediapart, etc. À l'intérieur de tout ça, dans l'enthousiasme pour les technos, il y avait des discours plus ou moins béats,
plus ou moins intéressants, plus ou moins cyniques. Mais ce qui était frappant, très frappant, c'était surtout la connerie du camp d'en face, qui ne voyait encore dans l'Internet, au mieux qu'une anecdote de l'histoire, au pire qu'une régression angoissante. C'était une époque où on avait très envie de leur rentrer dans le lard, à tous ces gens qui cachaient leur mépris pour la jeunesse, leur crainte du progrès, leur détestation de la démocratie, dans la critique tous azimuts de ce qu'Internet commençait à changer dans nos vies, dans nos sociabilités, etc. C'était d'autant plus évident quand on regardait ça depuis le monde intellectuel. C'était l'époque où quelqu'un comme Alain Finkielkraut disait partout qu'Internet était la poubelle de l'histoire, de l'humanité même, il disait, je crois, où on considérait Wikipédia comme un ennemi du savoir et où on pensait que le livre allait disparaître. Or, là intervient une troisième raison pour laquelle cette question a tout de suite été prégnante pour moi, c'est que j'étais à France Culture. C'est-à-dire dans un milieu où il n'y avait pas une appétence très forte pour ces questions. Place de la Toile, donc l'émission que j'animais, n'était pas du tout une émission phare de la chaîne. Elle s'est d'ailleurs beaucoup baladée sur la grille. Mais surtout, j'étais sur une antenne dont on pouvait supposer à l'époque que les auditeurs et auditrices n'avaient pas beaucoup d'attirance pour ces sujets. Ils étaient plutôt âgés, plutôt intéressés par des questions culturelles, classiques. En tout cas au début, parce que ça a changé à mesure que le replay s'est mis en place et que l'émission a pu avoir une vie délinéarisée, touchant ainsi un autre public. J'ai dû tenir compte donc de ce contexte pour fabriquer l'émission, pour trouver les bons sujets, c'est-à-dire que c'est des sujets qui puissent intéresser des gens que la techno en elle-même n'intéressait pas. La bonne posture, la posture d'animation, qui ne soit pas trop experte, qui ne soit pas trop... ça, c'était pas très compliqué, mais qui ne soit pas trop depuis l'intérieur du monde numérique, qui soit de la traduction, y compris parfois au sens littéral du terme, de ce qui se disait sur le plateau. Puis trouver aussi les bons invités qui sachent se faire comprendre, qui aient aussi d'autres références que l'informatique pour expliquer de quoi ils parlaient. D'où des stratégies, comme par exemple ne pas être toujours à fond dans l'actualité pour que les gens qui écoutent aient eu le temps d'avoir entendu parler de problèmes qui se posaient et qu'on allait aborder. D'où aussi faire beaucoup d'histoires. Histoire de personnages importants de la vie informatique et numérique, Turing, mais aussi Grace Hopper, ou Aaron Swartz, plus jeune, histoire d'objets aussi, comme le Minitel, on en parlait à midi, histoire de l'informatique en France, etc. Passer aussi par l'incarnation, et je m'amusais à faire régulièrement un format qui s'appelait les autobiographies numériques, où des personnages de la vie numérique française venaient raconter leur vie du point de vue de l'informatique, des objets numériques, etc. Et trouver aussi des points d'entrée qui ne soient pas forcément tech. Par exemple, partir de la paléontologie pour raconter ce que les machines changeaient à certains champs de la recherche, ou partir de la géopolitique pour expliquer ce que c'était que l'effacement des frontières, etc. Mais il y avait surtout une stratégie plus fondamentale qui était regarder les technos du point de vue de gens pour lesquels ça ne va pas de soi. De gens qui peuvent penser que ça n'est pas pour eux, que ça ne les concerne pas, qu'ils y perdront plus qu'ils n'y gagneront. Le point de vue de ces gens qui étaient nos premiers auditeurs, mais aussi pour une grande part mes collègues. Ça ne veut pas dire forcément adapter un point de vue critique, mais au moins un point de vue dialectique. Tout ça pour vous dire qu'avant d'être une posture théorique, se tenir sur cette ligne de crête donc, a été pour moi une sorte de nécessité très pratique, une sorte de processus empirique dont j'ai mis longtemps à comprendre à quel point il était important. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'il est aussi important d'essayer de se tenir donc, sur cette espèce de petit espace entre d'un côté une technophilie trop béate et de l'autre une technophobie de réflexe. La première raison, c'est parce que à mon sens, elles sont l'une et l'autre une facilité de penser, l'une et l'autre une manière de ne pas trop réfléchir. Les technophobes sont, je pense, un peu paresseux parce que pour la plupart du temps, c'est une pure position de principe. Ils font aucun effort pour s'instruire et donc n'y connaissent rien. Je fais évidemment plein d'exceptions. Par exemple, ceux qui connaissent d'entre vous Pièces et main-d'œuvre voient que Pièces et main-d'œuvre est une exception. La technophilie aussi est paresseuse parce qu'elle prend souvent la forme d'une sorte de croyance aveugle dans le progrès, dans les vertus de la nouveauté.
qui me semble ne pas être tenable eu égard à l'état du monde. État écologique, c'est évident, mais l'état politique aussi. On ne peut pas ignorer aujourd'hui les alliances entre techno et hommes et femmes politiques dans l'état calamiteux de bien notre démocratie. Depuis le mouvement 5 étoiles en Italie, jusqu'à la place prise par Elon Musk dans le gouvernement de Donald Trump. Bref, technophobie et technophilie ne m'intéressent pas quand elles ne sont que des réflexes. La deuxième raison pour laquelle ça me semble important, c'est parce que les uns et les autres sont assis sur des principes exogènes. Pour le dire grossièrement, la techno-béatitude, elle est le plus souvent un instrument du marketing. On vante la nouveauté pour stimuler la consommation, ou alors en politique, un argument déguisé pour le renouvellement du personnel, mais pas pour le renouvellement des idées. Par exemple, le premier macronisme a, me semble-t-il, utilisé la Startup Nation principalement pour ringardiser le personnel politique précédent, mais en revanche, les idées et les pratiques de la vie politique, on l'a bien vu, n'ont absolument pas changé avec le macronisme. Quant à la technophobie, elle est bien souvent la manifestation, me semble-t-il encore, d'un état d'esprit réactionnaire qui en fait s'étend à la modernité en général. Ce qu'on déteste, c'est ce qui modifie un peu les choses, c'est ce qui est apporté par les plus jeunes, ce sont d'autres façons de faire, de s'organiser, de parler. Donc on déteste la technologie, mais aussi on déteste l'écriture inclusive, la remise en cause de la galanterie, les gens qui disent pas de soucis. Bon, voilà. Encore une fois, je caricature un peu, mais c'est pour ça que je parle de principes exogènes. Dans les deux cas, la technologie est prise dans un grand sac, voilà, et très peu pour elle-même. Troisième raison pour laquelle je pense qu'il est important de se tenir encore une fois sur cette ligne étroite, c'est parce que la technophobie et la technobéatitude reposent au fond sur la même croyance, qui est que la technologie va bouleverser tout en profondeur. Les uns et les autres croient, alors qu'ils sont par ailleurs très adversaires, que tout va changer, que tout est en train de changer. Les uns pensent que c'est pour le mieux, les autres pensent que c'est pour le pire, mais la croyance fondamentale, elle est commune. Or, il me semble que cette croyance que tout est bouleversé par la technologie mérite en elle-même d'être interrogée. Je pense même que c'est la question la plus intéressante. D'un point de vue intellectuel, essayer de délimiter les changements, de départir ce qui est affecté et ce qui ne l'est pas, et même politiquement de choisir entre ce qu'on veut changer et ce à quoi on ne veut pas toucher. Dans ce sens, donc, je pense qu'il est important de manier prudemment des mots comme celui de révolution, ou si on veut l'employer, il faut faire attention à bien la qualifier. De quel type de révolution on parle? Est-ce qu'on parle d'une révolution scientifique? Est-ce qu'on parle d'une révolution politique? Est-ce qu'on parle d'une révolution industrielle? Tout ça, ça n'est pas la même chose. Et personnellement, plus j'apprends, plus je parle à des gens, plus je remarque que les choses sont subtiles. Alors, je vais juste donner 3 exemples très très rapides. Mais dans un épisode précédent du Code à changer, que j'anime parce que j'ai pas dit, mais je fais un podcast qui s'appelle Le Code à changer, j'interrogeais Étienne Ollion, qui est sociologue, sur l'usage des LLM en sociologie. Ça change énormément. Tout à coup, on se retrouve avec des immenses bases de données, d'immenses données analysables, avec une granularité extrême de ces données. Lui donnait l'exemple d'une étude qu'ils avaient menée sur l'utilisation du off dans le journalisme politique. Donc le off, c'est la citation non sourcée. Vous voyez, c'est genre un visiteur du soir dit nanana. Voilà, bon. C'est un truc que les journalistes utilisent pour pouvoir utiliser des citations qu'on leur fait en disant je ne veux pas être cité. Bon. Et ils ont analysé ça et ils peuvent le faire de manière absolument incroyable. Avant, il fallait lire les articles, relever le nombre de off. Donc on faisait des ponctions par an dans certaines parties de la presse. Donc on prenait les articles du service politique du Monde et puis on regardait tous les 3 ans 10 articles pour voir si le off évoluait. Aujourd'hui, en une après-midi, on entraîne un LLM qui va prendre tous les articles du service politique du Monde depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui et donner le nombre de off, l'augmentation, etc. tout seul, en détectant ce que c'est que le off, en apprenant ce que c'est que le off, en le comptabilisant. Et donc ça permet à la fois d'avoir un gigantesque vue de ce que c'est que le off en politique et puis en même temps d'aller regarder par exemple tel journaliste entre le début de sa carrière, est-ce qu'il utilise plus de off, est-ce qu'il utilise plus de off quand il fait des articles sur la gauche ou sur la droite, ce qui signifierait qu'il peut avoir plus de sources d'un côté et de l'autre. Enfin, voilà. Donc il y a à la fois une vision beaucoup plus globale de l'ensemble des données et en même temps une granularité extrême. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire pour les sociologues. En même temps, ça n'est absolument pas l'abolition de la méthode scientifique, comme le prédisait Chris Anderson en 2008 dans Wired, quand il disait
avec la masse de données, on va plus avoir besoin de poser des hypothèses, c'est les données elles-mêmes, des données elles-mêmes vont être extraites les hypothèses. Voyez. Donc à la fois, ça change tout d'un côté par la masse de données, de l'autre, en fait, on continue à utiliser une méthode scientifique qui est tout à fait classique, il faut poser des hypothèses sur les données. Je pourrais mener le même raisonnement sur les écrans et les jeunes. Ça, à la fois, il est indéniable, on pourrait rentrer dans le détail et en parler pendant des heures à chaque fois, mais à la fois, il est indéniable que la présence des écrans dans les familles, dans la construction d'identité des jeunes, etc., modifie certaines choses, à commencer par l'attention, mais aussi l'image qu'on a de soi, etc. Enfin, ce serait fou de ne pas le dire. Et en même temps, je racontais tout à l'heure à Claire que j'avais été dans un colloque récemment de psy qui racontait des cas d'études. C'était un colloque sur le numérique et les jeunes et racontait donc des cas de patients qui s'étaient heurtés à des problèmes. Et ce qui était vachement intéressant, c'est que dans tous les problèmes, dans tous les cas racontés, effectivement le numérique avait une place importante. Il n'était jamais le point de départ. Jamais. Et à tel point qu'à la fin du colloque, je suis allé les voir et je leur dis mais est-ce que j'ai mal compris ce que vous m'avez dit ou est-ce que c'est le cas? Ils m'ont tous confirmé que ça n'était jamais le point de départ. Donc du coup, cette question de qu'est-ce que ça change, etc., machin, il faut la regarder de manière extrêmement subtile. Et dans l'épisode qui va paraître ou être mis en ligne dans 3 semaines sur l'architecture, on retrouve exactement la même question. C'est-à-dire qu'à la fois, ça change tout, ça vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi, mais ça change énormément par rapport à il y a 20 ans, la manière dont le BIM et tous ces trucs changent énormément la manière, le processus de dessin, de modélisation, de partage, de partage du document, etc., sur lequel on va travailler, du plan et tout. Et en même temps, la question des formes n'est pas complètement affectée par tout ça. Donc, il faut regarder subtilement où ça change. Et je pourrais multiplier les exemples, mais j'arriverai à peu près toujours à la même conclusion, c'est-à-dire c'est la subtilité des modifications, la difficulté de circonscrire ces modifications. Et tout ça, ça rend assez peu utile les croyances que tout va aller pour le mieux ou que tout va aller pour le pire. Donc, pour ces 3 raisons au moins, mais sans doute pour d'autres raisons qui sont venues à vos esprits, la ligne de crête, pour reprendre cette métaphore, me semble plus intéressante que les 2 vallées qu'il aborde d'un côté et de l'autre. Néanmoins, me direz-vous, cette ligne de crête, elle porte un nom qui s'appelle la critique, qui a été beaucoup employée pendant toute cette journée. Pourquoi pas reprendre à son compte ce terme de critique? Alors, évidemment, vous avez le droit d'utiliser le mot critique, mais lorsqu'à la fin de l'été 2023, j'ai eu la chance de passer un moment avec Donna Haraway et de discuter avec elle de tout ça, elle m'a dit quelque chose qui m'a au départ assez amusé, puis qui m'a fait pas mal réfléchir. Donc on discutait avec Donna Haraway des contradictions internes aux technologies, le fait qu'un même outil soit à la fois, comme le disait souvent le philosophe Bernard Stiegler, un pharmacone, c'est-à-dire à la fois un remède et un poison. Et Donna Haraway, elle ne cesse de le signifier dans sa manière de parler de technologie, depuis le manifeste Cyborg qu'elle a écrit en 1985, qui est à la fois une alerte très puissante sur un phénomène qu'elle identifie à cette époque-là, qui est la numérisation du monde, évidemment, mais de la défense et des industries de la défense aux États-Unis en particulier, mais qui est aussi, ce manifeste Cyborg, un hymne au pouvoir émancipateur des technologies à travers cette figure métaphorique, mais pas simplement du cyborg, qui permet notamment, qui est notamment une figure d'émancipation des assignations au genre. Bon. Et voici comment Donna Haraway expliquait sa position respectueuse des contradictions, ou plutôt embrassait ces contradictions. Elle disait, Donna Haraway, il est important pour moi, dès le départ, de ne pas être contre, de ne pas être seulement critique. Elle disait, c'est bien la critique. Évidemment qu'il faut récurer les toilettes, elle disait clean the toilets. Il faut faire de la critique. Mais la critique, ça n'est pas le travail fondamental. La critique clarifie, la critique met en lumière les processus de domination, blablabla, bon, elle a été un peu ironique là, mais le travail à faire, disait-elle, c'est un travail de co-engendrement. Je trouve que c'est très beau, cette notion de co-engendrement. C'est très harawayien, quand on sait l'importance que dans sa pensée ont les questions de la filiation, de la procréation, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut penser que ça veut dire? Mais ça signifie sans doute que Donna Haraway définit une position qui n'est pas simplement une position de surplomb, d'observation, de commentaires, d'hyper-rationalisation, etc. Elle pose l'action. Co-engendrer, ça nécessite d'agir.
Or, il y a dans la position technocritique, même si elle est nécessaire, quelque chose qui est parfois un peu trop extérieur, un peu trop discursif, peut-être aussi. Bon, et finalement, enfin vous, sans doute une grande partie d'entre vous, vous êtes des illustrations parfaites, vous êtes des gens qui co-engendrent, quoi, qui fabriquent des trucs avec la techno, qui ne se contentent pas d'être des usagers, qui vont voir comment ça marche, qui bidouillent, qui détournent, qui écrivent des programmes, etc. Mais si on se place du point de vue journalistique, ça signifie qu'il est important d'aller voir aussi ceux qui font. Ceux qui pensent et font à la fois, ceux qui font et pensent à la fois. Alors, c'est pas toujours simple, moi je le fais pas assez, mais à chaque fois, j'observe que c'est là que se trouve le plus intéressant. Un des exemples qui m'a frappé dernièrement, c'est une discussion que j'ai eue avec 2-3 ans avec quelqu'un comme Ethan Zuckerman. C'est une grande figure du web politique américain, Zuckerman. Il est à la fois très très dur sur l'évolution contemporaine des technologies. À l'époque, on parlait beaucoup, il y a 2-3 ans, je peux des NFT, du métaverse, etc. Bon, il trouvait ça absolument horrible. Et même parfois, il est critique de ce qu'il a fait lui-même, puisqu'il est quand même crédité de l'invention de la pub pop-up, qui est quand même une des plus grosses merdes de l'Internet. En même temps, il n'a cessé depuis des années de fabriquer, depuis les années 90 notamment, de fabriquer des trucs. Geek Corp, Global Voices Online, il est membre de la fondation Wikipédia depuis le début, il est membre du board d'Oshahidi, etc. Donc là, il y a du co-engendrement et pas simplement de la critique. Mais j'en reviens à Donna Haraway. Ailleurs dans cette même discussion qu'on avait eue, elle a fait une référence qui me semble tout aussi importante. À un moment dans la discussion, elle parle de l'ingénierie informatique, qu'elle trouve très intéressante, et pas simplement parce que son mari est ingénieur système. Et donc, quand je lui dis, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que c'est si intéressant, l'ingénierie informatique? À quel point c'est important pour vous? Et ben, voici ce qu'elle me répond. Elle me dit, d'abord, il y a le plaisir physique, émotionnel, intellectuel de ces modes de connaissance et de ces compétences. Elle dit, c'est important de voir leur beauté. Je pense au livre, dit-elle, toujours à Haraway, je pense au livre de Bruno Latour sur Aramis. Il raconte comment l'amour du train a manqué, qu'on n'a pas assez aimé ce train. Et donc, il y a d'abord le fait que se développe dans les sciences et les technologies toute la richesse des capacités humaines. Alors encore une fois, il me semble que ce que dit Donna Haraway là, c'est très beau, c'est que se développe dans les sciences et les technologies toute la richesse des capacités humaines. Bon, c'est quelque chose qui me semble très vrai, même en considération des ravages, et qu'on a largement documenté aujourd'hui, qui ont lieu à cause des technologies. Mais la référence à Bruno Latour, elle mérite d'être un peu illustrée. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont lu le livre de Bruno Latour sur Aramis, donc, auquel Donna Haraway fait référence. Aramis, c'était un projet de métro automatique qui avait été imaginé dans les années 70 au sud de Paris et qui n'était jamais allé au bout. Et Bruno Latour a analysé tout ça dans un livre. Il est allé voir les archives, interroger les gens, etc. Un livre qui s'appelle Aramis ou l'amour des techniques, dans lequel il montrait notamment la beauté de la technique et du rapport à la technique. Et je vous lis juste un extrait de sa note d'intention, qui se terminait par une phrase assez marrante, parce qu'il était assez marrant, Bruno Latour. Il disait « Oui, je voudrais que l'on pleure de vraies larmes en lisant la triste histoire d'Aramis et que nous apprenions de cette histoire à aimer les techniques. » Alors bien sûr, on peut légitimement se montrer suspicieux à l'égard de ce terme d'amour, qui résonne un peu trop religieux, ce qui n'est pas étonnant parce que et Latour et Haraway sont au fond de vieux cathos, enclins à voir dans les créations de second plan que sont les technologies la manifestation d'un génie où se mêlent l'humain et le divin, l'idéal. Mais on peut laïciser cette idée de l'amour des techniques en y voyant simplement un hommage à l'extraordinaire curiosité des humains, à leur indécrottable désir de dépasser leurs conditions, de trouver des solutions, etc. Et il est assez beau, me semble-t-il, de se donner à soi comme injonction de chérir d'abord ça. Il me semble même que c'est la condition pour imaginer de bons usages, des usages qui augmentent le savoir, des usages qui réduisent les inégalités, des usages qui augmentent la capacité de création, la collaboration, la puissance politique des individus et des collectifs, etc. Il me semble même peut-être que c'est la seule condition pour co-engendrer, comme le dit Donna Haraway, parce que pour que les humains aient envie de co-engendrer, d'engendrer, il faut toujours un peu d'amour. Alors vous pourriez m'objecter que c'est précisément ça la technophilie, puisque si on s'en tient à l'étymologie, la technophilie, c'est la personne qui aime la technique. Le technophile, c'est la personne qui aime la technique. Mais on voit bien qu'il y a une différence entre ce que disent Haraway et Latour et la technophilie telle qu'on l'entend d'habitude et telle que je l'ai entendue jusque-là, et qui suppose une sorte d'inconditionnalité un peu bêtasse, un peu coconne, un amour de l'innovation plus que de la technique. Et il y a même des moments
où on a l'impression qu'aimer la technologie, dans ce sens latourien et hawaïen de l'amour, qu'aimer la technologie dans leur sens, c'est aimer la technologie malgré elle. Pas malgré ce qu'elle est, mais malgré ce qu'on sait d'elle, malgré ce qu'on fait d'elle, malgré les intentions parfois qui président à l'existence de certaines de ces technologies. J'en ai fait encore l'expérience la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai passé 2 heures avec des gens de la direction du numérique de Radio France pour discuter d'une idée qu'on avait avec la réalisatrice du Code à changer. Alors comme les geeks de la direction du numérique, ils sont toujours hyper contents de voir des gens des programmes qui s'intéressent un peu à ce qu'ils font, ils nous ont déballé tous les trucs qu'ils étaient en train de tester. Voilà. Et ils ont passé en revue des usages de l'IA dont j'avais entendu parler, sur lesquels j'avais lu, mais que je n'avais pas utilisé. Enfin, j'avais pas utilisé, mais même si vous sans doute ils vous sont familiers à vous. Ils ont pris par exemple le dernier conducteur, donc le dernier texte avec tous les micros et toutes les traductions du dernier épisode. Ils ont foutu dans des programmes, et ils en ont fait des résumés. Ils ont demandé à la machine d'en trier les points essentiels. Ils lui ont fait lire en anglais avec la voix de Rebecca Manzoni et de Fabrice Drouel. Ils l'ont transformé en podcast en 5 minutes avec des voix synthétiques qui se sont mis à discuter, à raconter l'épisode beaucoup mieux que je l'avais fait. Ou en tout cas différemment. Ils ont fabriqué en 3 secondes des interludes musicaux avec des morceaux rigolos autour du sujet, etc. Bon, voilà. J'avais beau avoir entendu parler de tous ces programmes, d'en avoir expérimenté certains, les voir travailler comme ça sur une matière qui m'était aussi familière, ça m'a complètement abasourdi. Je me suis retrouvé dans un état étrange, mi-admiratif, mi-dégoûté, mi-émerveillé, mi-inquiet, plein d'espoir pour ce que ces technos rendent possible et plein d'angoisse pour ce qui pourrait être fait avec, et ce qui est déjà fait avec d'ailleurs. Mais je ne peux m'empêcher de trouver de manière très profonde qu'il y a là-dedans quelque chose d'aimable, ou en tout cas quelque chose que j'aime. Et très bizarrement, ça m'a rappelé l'état d'esprit dans lequel je me suis retrouvé dans une période très ancienne de ma vie journalistique, où je traitais de sport. Et dans un état dans lequel je me retrouve encore d'ailleurs quand je suis dans un stade ou devant la télé pour regarder un match de foot par exemple. C'est-à-dire que j'ai beau savoir que les conditions de production de ce spectacle sont vraiment dégueulasses. Il suffit de lire en ce moment ce qui se passe avec la Ligue de foot professionnelle, c'est vraiment gerbant. Il suffit d'un geste, d'un moment de grâce, ou même d'un moment où ressurgit l'émotion primordiale du sport, pour que reviennent toutes les raisons pour lesquelles on l'aime. Et toutes les raisons pour lesquelles on en a besoin. C'est-à-dire la beauté d'un geste parfait, ou la communion, par exemple, qui est quand même un truc très bizarre, très étrange. Et ce qui est compliqué, c'est d'en faire un objet journalistique qui rende compte de tout ça à la fois. Juste un petit exemple concernant encore le sport, que je ne sais pas si vous avez en tête le record du monde battu par Armand Duplantis, le perchiste au JO de Paris. C'était sublime, si vous l'avez en tête, ce saut. La course est parfaite, le saut est merveilleux de fluidité, et puis le soutien des autres perchistes autour, c'était vraiment très beau, quoi. Ils étaient là à l'encourager, etc. Mais en fait, il y a une question journalistique derrière quand même. C'est pourquoi le mec s'arrête à 6,25 m alors qu'il a dans les jambes 6,30 m et ça se voit. Bon. Et en fait, pour ça, il faudrait raconter ce que c'est que la vie d'un perchiste. Il faudrait raconter le fait qu'il faut garder de la motivation pour l'avenir. C'est-à-dire que si on va à 6,30 m à 24 ans, qu'est-ce qu'on fait pendant le reste de sa vie? Il faudrait raconter aussi que battre doucement les records, c'est aussi une motivation financière. Parce que l'argent, on ne gagne pas au JO, l'argent, on le gagne dans les meetings. Si vous battez le record d'un centimètre, on vous donne 200 000 €, quoi. Bon. Et la question, c'est est-ce que raconter tout ça, ça empêche de jouir du geste? Est-ce que ça empêche d'admirer le geste? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un risque. Il y a un risque donc à se tenir sur cette ligne de crête. Et c'est aussi valable dans l'amour de la technique. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette idée de l'amour de la technique, c'est que ce n'est pas une invitation à la mesure, ce n'est pas une invitation à la nuance tiède et au confort. Se tenir sur une ligne de crête, ce n'est pas confortable, quoi. On vacille souvent. Parce qu'il faut se tenir en équilibre, et l'équilibre, comme chacun sait, c'est pas de l'immobilité. C'est bien au contraire. Tenter de se maintenir en équilibre, c'est ne pas cesser de bouger. C'est fatigant. C'est beaucoup plus fatigant que d'être statique dans une des deux positions. Et très modestement, enfin pas du tout modestement d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire.
Pas tellement de faire moi-même, parce que moi je suis journaliste et qu'on s'en fout de ce que je pense, et c'est très bien comme ça, mais ce que j'essaie de documenter. Et du coup, ça donne, par exemple, si on prend juste le code à changer, une série d'épisodes qui ne manifestent aucune unité théorique. Ne se dégage de l'ensemble des épisodes aucun discours qu'on pourrait synthétiser sur la technologie. Et même les épisodes peuvent entrer en parfaite contradiction les uns avec les autres. Par exemple, je reprends l'exemple d'Étienne Ollion, le sociologue qui utilise les LLM. Voilà, donc il explique ce que ça peut apporter à la discipline. Mais le professeur de littérature, Alexandre Geffen, par exemple, il n'est pas hostile au LLM. Mais il peut aussi remarquer qu'ils ont pour effet, dans leur version générative, une moyennisation de la langue qui inquiète énormément quand on est professeur de littérature. Et c'est ce que m'a raconté aussi une ingénieure spécialiste de la traduction automatique, Vassilina Nikolina, avec les modèles multilingues qui aplatissent la traduction, qui la dépersonnalise, comme on dit en linguistique. Alors, il ne s'agit pas de dire que l'un ou l'autre de ces personnes ont raison, l'une ou l'autre de ces personnes ont raison. Ils ne parlent pas exactement de la même chose. Donc, ils peuvent logiquement même avoir raison tous les trois. Un autre exemple, dans le dernier épisode que j'ai mis en ligne, Yanis Varoufakis, donc, qui est l'ancien ministre des Finances grec pendant la grosse crise grecque là, des années 2010, il dénonce ce qu'il appelle le techno-féodalisme, qui est selon lui en train de remplacer le capitalisme. Et s'il emploie le terme de féodalisme, c'est parce qu'il y voit à l'œuvre des nouvelles formes d'exploitation et de privation de liberté qui rappellent le vieux système économique des seigneuries et du servage médiéval. Et quelques épisodes plus tôt, donc il insiste beaucoup sur la privation de liberté, quelques épisodes plus tôt, un entrepreneur et scientifique catholique du nom de Étienne de Roquigny expliquait que sa foi catholique l'obligeait à penser que nous conservions en toutes circonstances notre libre arbitre. Bon, encore une fois, il y a contradiction. Ça ne signifie pas qu'il faille trancher. Ils ne parlent pas exactement de la même chose. Si je ne cesse de répéter que ces gens ne parlent pas de la même chose, c'est parce que le numérique, c'est un objet multicouche. On l'a documenté au cours de cette journée. Et qu'il nous concerne et qu'on l'aborde à des endroits tellement différents qu'il est difficile de rendre compte autrement que d'une manière kaléidoscopique ou tachiste si on aime la peinture. Et donc, je m'efforce de documenter les différentes couches. Alors en vrai, pas toutes, parce que mes compétences sont extrêmement limitées, mais depuis des épisodes avec des gens qui ont un rapport très lointain au numérique, par exemple, un cousin de mon père qui s'appelle Jean-François, qui n'est jamais allé sur Internet, ou alors Anne et Jeanne, qui découvrent ensemble Instagram en s'envoyant des vocaux, jusqu'à des épisodes où on plonge dans l'écriture du code informatique, dans des infrastructures câblières ou dans la logique géométrique à l'œuvre de logiciels utilisés par les architectes pour dessiner les bâtiments, etc. Et parfois, ça confine même au casse-tête, quoi. Par exemple, dernièrement, ça a été le cas pour moi dans un épisode où j'interviewais un jeune sociologue qui s'appelle Clément Marquet et qui venait raconter tout ce qu'implique l'arrivée d'un câble sous-marin à Marseille. Et dans son récit, quand je l'interviewais, il n'arrêtait pas d'entremêler tous les acteurs et les actrices concernés et agissant en fait dans ce truc. Alors non seulement ces acteurs sont hyper nombreux, depuis les lois qui régissent les littoraux, jusqu'aux herbiers de Posidonie qui tapissent les calanques de Marseille, en passant par les opérateurs, les associations de pêcheurs, les associations de défense de l'environnement, les cabinets d'expertise, les scaphandriers, etc. Mais en plus, les intérêts de ces acteurs et ces actrices ne sont pas tous convergents. Bref, comment sortir de ça? Comment raconter ça? Alors moi, je m'en suis sorti par une pirouette qui était complètement artificielle. Et si je le fais en accordant de l'importance à la parole des gens que j'invite et en leur donnant le temps de faire part de leurs questionnements intellectuels, voire de leurs contradictions, c'est parce que je suis convaincu que ce mouvement de balancier, c'est au fond plus proche de la vérité, si tant est qu'il en est une, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que pour être vraiment sincère, et en contradiction donc avec tout ce que je raconte depuis 20 minutes, je ne pense pas qu'il y ait de véritables technophobes parfaitement technophobes en toutes circonstances, ni de véritables technophiles parfaitement technophiles en toutes circonstances. À de très rares exceptions près, de gens qui sont parfaitement cohérents, mais un humain cohérent, c'est quand même un autre signe de la folie, nous sommes tous partagés. On connaît les exemples très célèbres de Steve Jobs qui interdit à ses enfants l'usage de l'iPad, de certains cadres de la Silicon Valley qui payent des fortunes pour scolariser leurs enfants dans des écoles Steiner qui bannissent le numérique dans leur enseignement. On a tous autour de soi un vieil oncle ou une vieille tante qui revendique fort ne pas avoir de smartphone, mais qui trouve horrible ces technologies qui pourrissent le monde, mais qui s'émerveille des projets martiens de Elon Musk, parce que la conquête spatiale, au moins ça a de la gueule. Et nous-mêmes, on
on peut être parfaitement lucide sur la question des données personnelles et avoir un iPhone où on donne tout. Alors voilà, nous montrer en équilibre instable, c'est finalement, tout simplement, me semble-t-il, mieux parler de nous. Voilà, merci. Merci beaucoup Xavier. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir ou qui veulent poser des questions ? Moi, je peux commencer en te remerciant parce que je pense que tu as mis des mots sur sur la manière dont j'appréhende le numérique, justement sur cette ligne de crête d'une certaine manière, en étant à la fois critique de tout ce qu'il produit, et c'est pas pour rien que je participe à l'organisation d'un événement comme ça, tout en étant de l'autre côté convaincu qu'il peut apporter plein de choses à l'humanité. Et donc ouais, c'était extrêmement intéressant. Je pense que beaucoup de gens parmi nous toutes et tous écoutons tes émissions et tes podcasts, et c'est précisément, je pense, moi pour ça que je les écoute. C'est aussi parce que justement tu as ce balancier que tu décrivais sur des personnes qui sont très éloignées du numérique et qui le perçoivent plus ou moins bien, d'autres qui sont plongés dedans, qui le critiquent, et ces allers-retours, je pense qu'effectivement ils témoignent bien de la façon dont nous-mêmes on le vit. J'ai parlé. Ouais. Oui, merci. Je me suis retrouvé moi aussi dans l'amour de la technique en fait, et je trouve ça très parlant. Il y a juste l'image qui me touche sur la crête, la ligne de crête. Aujourd'hui, en fait, on a un vent assez puissant qui nous pousse sur notre ligne de crête, qui sont les sujets socio-environnementaux. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis sur ce point-là, parce qu'on a surtout parlé de notre ambivalence technophile, technocritique. Vous pensez à quoi? À la surconsommation énergétique, à l'eau, etc. Exactement, biodiversité, l'eau, changement climatique, etc., etc. L'anthropocène, en fait, ou le capitalocène, qu'on pourrait aussi qualifier comme ça. Et donc, comment vous le percevez à travers toutes les interviews que vous avez pu mener, tout ce que vous avez fait dans toutes les recherches que vous avez menées en termes journalistiques? C'est pas une question que je connais très bien, que j'ai assez peu fouillé. Bon, d'abord, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a 15 ans, personne ne parlait des enjeux environnementaux liés aux technologies, au coût énergétique des technologies. Je me souviens avoir essayé de faire une émission sur les analyses des cycles de vie, là, la CV, pardon. Et il y avait très peu de documentation, c'était très peu précis, très peu de données, etc. C'était vraiment un truc qui n'était pas un souci. Aujourd'hui, c'est un souci. Voilà. Personne n'ignore le coût que ça a. Bon, déjà, me semble-t-il, un bon début. La prise de conscience, c'est le début du truc, quoi. Parce que c'était très inquiétant il y a 15 ans, puisque le discours qui était majoritaire, c'est celui d'une dématérialisation. Enfin, personne ne parlait des data centers, personne ne parlait de ça, et c'est ce qui a sans doute permis tout ce qui nous a été raconté tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait que la pleine commune s'est retrouvée recouverte de data centers sans qu'ils aient de statut administratif précis, etc. Tout ça, ça a été permis par l'ignorance. Bon. Donc déjà, le fait qu'il y ait une sorte de prise de conscience, c'est déjà quelque chose. Bon. Ensuite, alors c'est une réponse un peu à côté, c'est que il y a un truc sur lequel j'ai du mal à me déterminer, par exemple, excusez-moi, c'est un peu à côté, mais pas complètement à côté. C'est le rôle de la géo-ingénierie dans le discours sur la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc très bizarre, c'est qu'il y a 15 ans, tout le monde considérait que c'était une folie, la géo-ingénierie. Or, là aujourd'hui, naît un discours qui pour moi m'inquiète presque autant que le coût énergétique, vous voyez, des technos. C'est le fait que moins on fait, plus la question climatique devient urgente, grave, etc. Et donc plus on commence à envisager sérieusement le recours de la géo-ingénierie, y compris à l'intérieur des rapports du GIEC. C'est-à-dire que des gens qui, il y a 15 ans, disaient non mais ça c'est de la folie, il faut prendre des mesures sociales, etc. Enfin, tu vois, tout à coup, comme ça ne se fait pas, comme les politiques n'agissent pas, comme nous-mêmes n'agissons pas, ou en tout cas votons pas pour les gens qui pourraient agir, on a quand même une responsabilité dans le vote. Hein. Voilà, tout le monde est inquiet par la crise climatique et personne ne vote vert. Donc,
et ben tout à coup, le recours à la géo-ingénierie, donc, alors c'est pas exactement les mêmes technologies, mais à cette même idée que c'est la technologie qui pourrait nous sortir de ça, renaît. Ben voilà, en fait ça, si on parle en termes de rapport entre environnement et technologie, ça m'inquiète presque autant que la question du coût. Vous voyez, alors je réponds pas directement à votre question, mais ça m'étonne ce truc. Parce que en fait, ça me semble, comment dire, ressortir de la même idée que on sera sauvé par ça. Voilà, ne faisons rien. Et vous voyez, et c'est intéressant, hein, parce que dans le Trump, par exemple, il a changé un peu son discours sur les questions environnementales. Il n'est plus aussi denialiste qu'il était il y a 8 ans, mais il est devenu géo-ingénieriste. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, on va rien céder sur nos modes de vie, mais on va faire venir Musk et on va régler la question par des dispositifs techniques. Et ça m'inquiète vachement. Voilà. Et donc, je suis désolé, je ne réponds pas frontalement à votre question, mais voilà, Oui, je me demandais quel était ton J'ai un regard. compte mastodonte. Hein. Pardon? J'ai un compte mastodonte. Et j'ai vu, tu m'as follow, c'est cool. Non, ouais, je me demandais quel regard tu portais sur le journalisme tech, avec des gros guillemets auteurs de tech, en France et peut-être d'ailleurs aux États-Unis. Tu fais figure un peu d'ovni, je trouve, dans le paysage, et c'est un compliment. Mais je trouve qu'en général, c'est... Enfin non, je ne vais pas donner mon avis, j'aimerais le tien, en fait. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est que c'est pas beaucoup évolué en fait, depuis 15 ans. Bon, il y a des trucs super, hein. Je sais pas, l'équipe de Pixel du Monde ou je sais pas, Numérama, où il y a disons, les trucs spécialisés, il y a toujours des trucs super. Après, dans le journalisme mainstream, je suis un peu étonné du fait que c'est pas beaucoup évolué. Moi, je pensais que j'allais vite être... En fait, si je suis toujours revenu, c'est que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas tellement de trucs nouveaux, enfin mainstream encore une fois, hein, je ne parle pas du journalisme vraiment très spécialisé. C'est qu'on continue à avoir un JT, par exemple, dans lequel la question technologique est posée 3-4 fois dans des sujets différents sans qu'on fasse de lien. C'est-à-dire qu'il va y avoir un journaliste ou une journaliste qui est envoyé dans un salon tech où on va s'émerveiller des innovations, des trucs connectés, le domotique, c'est merveilleux, il appuie sur des trucs, c'est dingue, etc. Et puis après, 10 minutes plus tard, vous avez un sujet sur le piratage des données informatiques, mais on ne fait pas le lien, non. Voilà. Et en fait, et puis après, un sujet sur Elon Musk dans la campagne de Trump, quoi. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que le journalisme mainstream n'a toujours pas pris acte du fait précisément que tout ça a été lié. Et qu'on ne pouvait pas penser l'un sans penser l'autre à la fois. Voilà. Mais ça, c'est aussi né d'un truc qui est un peu bizarre et qui est une hésitation dans les rédacs depuis toujours. Est-ce qu'il faut faire des services spécialisés sur le numérique, avoir des journalistes spécialisés dans le numérique, qui en général sont des jeunes? Ça, c'est comme dans les entreprises, quoi. C'est-à-dire que, toi, t'es jeune, tu connais bien la tech, tiens, tu vas aller dans le département de trucs numériques, mais en fait, il ne connaît pas plus que... Voilà. Donc, voilà, et puis, bon, le mec ou la nana, elle arrive au salon, on lui dit, il y a le salon tech, là, de la French Tech, vas-y, rapporte des trucs. Donc, il interroge des gens qui font des trucs rigolos. Voilà, bon. Et puis, et les questions sérieuses, c'est pas là qu'on va les traiter. Donc on les traite dans d'autres trucs, l'international, machin, etc., mais avec des journalistes qui n'y connaissent rien et que ça n'intéresse pas particulièrement. Et donc ce lien n'est pas fait, et ça participe à une sorte de difficulté collective qu'on a à penser les choses ensemble. C'est-à-dire à penser le fait que, on trouve ça vraiment horrible, ces data centers qui s'installent partout, mais en même temps, on est dégoûté quand notre connexion ne marche pas. Et on est incapable de tolérer le fait que notre connexion ne marche pas, quoi. Donc, je caricature, hein, mais c'est qu'aussi, ce serait un moyen d'interroger nos propres contradictions. On est les consommateurs de ces machins-là, quoi. On est ceux qui achetons, on est ceux qui allons dans les trucs, etc. Et que donc tout ça, c'est lié, et que le traitement journalistique le décroche. Je ne parle pas du tout d'un complot, etc. Il n'y a aucun complot là-dedans. Hein. C'est juste que... Je vois bien, hein, par exemple, à France Culture, par exemple, c'est intéressant, parce que depuis 15 ans, ils hésitent. Alors, ils font une émission tech pendant 5 ans, puis après, ils n'en font plus. Puis après, ils disent, quand même, faudrait faire du numérique. Ils refont une émission tech, là, comme Le Monde des Possibles. Là, non, pas, comment ça s'appelait ? Le Meilleur des Mondes. Et donc, ils font Le Meilleur des Mondes pendant 2 ans, puis au bout de 2 ans, ils disent, ouais, non, on va arrêter, parce qu'en fait, le numérique, on en parle partout. Oui, non, mais c'est vrai. On en parle partout. On en parle genre, en littérature, en machin, etc. Mais on n'en parle jamais spécifiquement avec quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ça, qui va écouter les chercheurs, qui va écouter, qui connaît les gens, les communautés, etc. Bon, voilà. Mais c'est une hésitation.
Mais au final, ça participe, je pense, à cette difficulté qu'on a appréhendé les connexions, enfin le multicouche, quoi. Voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question, je trouve que ça n'évolue pas des masses. Contrairement à la recherche. Alors ça, c'est intéressant parce que la recherche, moi, je suis tombé récemment là sur des nids de jeunes chercheurs qui sont en train de faire leur thèse, qui la finissent. Tout à l'heure, on avait un exemple là, sur l'état, qui sont mais tellement forts. Mais ça me donne vachement d'espoir parce que jusqu'à il y a 3-4 ans, je commence à en avoir marre de mes barbons, quoi. Je les avais interrogés 10 000 fois. Bon, ils sont super, hein, mais au bout d'un moment, et là, je vois apparaître plein de jeunes chercheurs qui abordent justement, qui sont plus dans l'idée de défendre ou pas le numérique et tout. Ils sont vraiment de plein pied avec le truc. Et ils sont hyper forts. Là, la fille que j'ai interrogée sur l'architecture, là, dont l'épisode sera mis en ligne dans, je sais pas, 15 jours ou 3 semaines, elle m'a bluffé. Elle était hyper forte. J'étais là, je l'écoutais, je disais, waouh, tu es trop forte. Après, je dis, mais t'as quel âge? Elle me dit 30 ans. Je dis, waouh. Et vraiment, et en fait, j'en vois plus en plus des gens comme ça. Et ça me donne vachement d'espoir parce qu'ils sont militants. Enfin, ils ou elles sont militantes. Je sais pas, ils viennent de d'autres trucs. Et donc, ça, je me dis que ça passera peut-être par là, en fait. Voilà. Moins que par le journalisme. De toute façon, le journalisme, c'est mort. Enfin. Donc, pardon. Ouais, un grand merci pour cette présentation. Un temps, je me suis cru dans le code à changer en vrai, quoi. Donc, c'était extrêmement agréable. Donc, moi, je suis professeur à l'université et j'enseigne le numérique depuis une vingtaine d'années. Et en fait, j'ai commencé par une vallée, c'est-à-dire par une vallée. Avant d'être en haut, j'étais en bas en fait. Et plutôt, j'ai attaqué la face optimiste parce que les années 2000-2010, j'enseignais l'économie du numérique et c'était hyper excitant en fait. Tout est fun dans cette histoire-là. Et donc, je suis allé là-haut. Puis après 2010-2020, je me suis dit, je vais redescendre, puis je vais attaquer l'autre vallée. Puis là, j'étais techno plutôt pessimiste. Et puis en fait, j'ai fait des mouvements de balancier. Et en fait, la crête, c'est un peu un point de convergence. C'est pas du tout un état initial. Et donc, la question que moi je me pose en tant qu'enseignant pour des 18-25 ans, c'est comment on les amène sur la ligne de crête, parce qu'il faut du temps. Et tous les exemples qu'on donne là, et d'ailleurs nos âges peut-être respectifs le révèlent, c'est que ça prend beaucoup de temps pour arriver sur la ligne de crête. Pour en parler sereinement et avec un peu de fond et d'intelligence, j'ose dire. Les chercheurs, ils sont chercheurs en fait. Donc, ils ont maturé, ils ont fait des mouvements de balancier. Mais quand tu as 19 ans, t'es pas du tout là-dedans en fait. Et parfois, tu es un peu binaire. Et comment on peut imaginer des modalités pédagogiques ou des contenus pour les amener sereinement sur une ligne de crête? Ça, moi, j'ai pas vraiment la solution en fait. Ouais, mais je sais pas. En fait, moi, ce que je disais sur les jeunes chercheurs, ce que je trouvais étonnant par rapport aux vieux chercheurs, c'est qu'en fait, les vieux chercheurs, ils viennent d'un monde pré-numérique. Donc, en fait, inconsciemment, ils passent leur temps à comparer ce qu'ils ont connu, y compris académiquement, et ce qui est en train d'apparaître, quoi. Tandis que ces jeunes chercheurs ou chercheuses, justement, ce qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils ne pensent pas à un monde sans techno. Et donc, du coup, ils sont moins... Dans la technophobie, encore une fois, c'est des positions caricaturales, mais dans la technophobie, il y a toujours un truc de comparaison avec un ancien monde, quoi. Tandis qu'eux, ils ont pas ce truc-là, quoi. Et donc, ils ont une sorte de... C'est là, quoi. C'est là, on fait avec. Donc, on peut être très critique par ailleurs, etc., machin, mais c'est là, quoi. Donc il me semble qu'ils ont... Alors peut-être que moi, peut-être que tu as un avis différent là-dessus, mais il me semble qu'ils sont, je dirais pas naturellement sur cette ligne de crête, je dirais pas ça, mais que le truc est là, quoi. Enfin, c'est comme quand tu discutes avec des enfants. Moi, je suis effaré par la réflexivité des enfants sur leurs usages. Effaré. C'est-à-dire qu'on a l'impression extérieurement qu'ils sont complètement accros, ce qu'ils sont, hein. Mais en même temps, ils sont hyper réflexifs. C'est ça qui est bizarre, tu vois, c'est un truc très bizarre, c'est difficile à comprendre pour nous. C'est-à-dire que, tu vois, ils peuvent te décrire hyper précisément pourquoi ils utilisent Snapchat dans cette condition-là. Ouais, moi, Snapchat, c'est pour tel usage. En revanche, quand j'ai tel autre usage, quand je veux me connecter à quelqu'un pour un autre type d'usage, je vais utiliser ça. Donc, alors pourquoi tu parles avec la même personne à un moment sur WhatsApp et puis 5 minutes plus tard sur Snapchat? Ah, parce que je dis pas la même chose. Et pourquoi tu réponds jamais aux messages sur WhatsApp mais toujours aux messages sur machin, etc. Ah mais c'est comme ça. Parce que ils peuvent vachement bien expliquer. Je dis pas que ça règle tous les problèmes, hein, parce que ça pose plein de problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est que moi cette réflexivité-là, j'ai l'impression qu'il m'a fallu un temps dingue pour l'acquérir. Je ne vais pas être trop long parce que sinon c'est un débat qui va nous emmener beaucoup trop loin. Mais juste, on parlait des fractures numériques tout à l'heure. Chez les étudiants, elles sont massives, extrêmement nombreuses. Et ce que tu évoques là, je crois que c'est aucunement représentatif en fait de ce que sont les étudiants en général. Il y en a qui sont complètement dominés par le téléphone. Alors ils ont des réflexes qui sont acquis parfois par des réseaux sociaux réels pour aller œuvrer dans le numérique. Mais pour beaucoup d'entre eux, en fait, quelque part, ils subissent
considérablement. Ils subissent quoi? Qu'est-ce que tu appelles leur smartphone, les usages, le téléphone qui s'impose à eux, la façon dont tout ça pourrait fonctionner, l'idée qu'il pourrait y avoir derrière, je sais pas, des matières premières, enfin, je ne vais pas aller dans tous ces détails-là, mais ça leur est complètement étranger, y compris pour des étudiants de Master 1, parfois même de Master 2, quoi. C'est assez confondant à observer. Et là, je ne parle même pas des IA génératives, c'est un tsunami qui crée des inégalités, mais assez massives, en fait. Ceux qui se sont déjà augmentés avec ça, d'emblée et spontanément, versus les autres qui sont dans une moyennisation, comme tu l'évoquais, parce que c'est exactement ça, qui sont à peine meilleurs que ce qu'ils étaient sans ça. Mais les hétérogénéités, elles sont vraiment fortes, vraiment fortes. Mais tu trouves pas quand même, parce que moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que non, mais bizarrement, alors peut-être que c'est pas les passés, ouais, bon, on faudrait discuter, mais j'ai l'impression, si tu veux, je suis toujours étonné parce que tu as l'impression, tu leur demandes. Tu leur poses la question de pourquoi ils utilisent ça comme ça, etc. Machin, parce que j'ai l'impression que quand on leur pose la question, ils sont capables d'expliquer. Ils connaissent pas forcément les infrastructures, etc. Mais qu'il y a une, bah, je sais pas. Comment? Ah ouais. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Bon, pardon. On discutera tout à l'heure alors. Je ne sais pas si ok, ça fonctionne. Moi, je voulais te remercier d'avoir évoqué Donna Haraway. Du coup, c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi je suis née en 2000 et Donna Haraway, genre vraiment, elle m'a tellement aidée à avoir une pensée rassurante et critique envers la technologie, pas parce qu'elle propose justement ce sorte de, tu as utilisé la métaphore de la brèche, enfin de ce sorte de fil où on marche et puis on peut tomber d'un côté ou de l'autre, mais elle imagine plus une pensée qui est tentaculaire et qui va aller qui va s'éparpiller en fait autour d'elle, un truc qui se propage et qui peut avoir la forme d'une toile. Et en fait, je trouve que c'est assez rassurant et aussi ça va être très riche d'avoir un mode de pensée comme ça, où on n'est pas dans la peur de basculer d'un côté ou de l'autre, mais en fait, on peut tout le temps naviguer entre plein de modes de pensée différents et du coup vivre avec tous ces trucs-là du numérique qui peuvent nous faire peur ou nous aliéner ou tout ça. Et je pense que c'est un peu une sorte de force qu'on a d'avoir la possibilité de penser comme ça. Ouais, alors je suis hyper d'accord avec toi. Moi, quand je l'ai interviewée, elle avait 79 ans. Tu vois, elle était d'une vivacité. Et ce qui est fou, c'est que tu sais, quand t'interviews, moi j'interviewe, puis après je fais du montage, donc je réécoute, j'entends les gens, au bout d'un moment, tu vois, j'en peux plus. Mais Donna Haraway, tu vois, à chaque fois que je réécoutais, à chaque fois que je montais, je me disais, putain, ah ouais, ça y est, je comprends ce qu'elle veut dire là. Et là, en fait, c'est tout ça pour te dire qu'elle est d'une puissance qui fait que c'est aussi, comment dire, je pense que c'est une espèce de position ultra dialectique, ultra fluide, de pouvoir circuler, tu vois, entre des contradictions, de jouer des contradictions, et donc du coup d'avoir cette espèce de pensée, à la fois elle est d'un enthousiasme incroyable, d'une curiosité incroyable, tout en continuant à fouiller des trucs, les mêmes choses depuis 50 ans, etc. Enfin, voilà. Je pense que malheureusement, alors c'est très inspirant, comme on dit aujourd'hui, mais c'est pas donné à tout le monde, quoi. Parce qu'elle est d'une puissance. Enfin, je dirais, elle est... Waouh, enfin... on a l'impression qu'on a interviewé une vieille américaine avec ses grosses baskets et son chien, etc. Et puis en fait, elle est tellement puissante. Et c'est rare les gens aussi forts et qui arrivent du coup à tenir ce truc, quoi. Voilà, si on pouvait tous être Donna Haraway, c'est sûr que peut-être que le monde se porterait mieux. Mais bon, je suis d'accord avec toi. Après, c'est incroyable comment elle arrive à te... Et puis quand tu lis le manifeste Cyborg, bon, qui est par ailleurs dont les 3/4 sont imbitables, parce que quand même elle écrit de manière très compliquée, c'est fou ce qu'elle a vu, quoi. En 85, c'est-à-dire ce qu'elle voit en 85 que des gens aujourd'hui n'ont toujours pas vu dans le monde intellectuel, quoi. C'est-à-dire que elle voit des choses très précises, ce qu'elle fait du cyborg, cette espèce de pensée, d'être qui pourrait s'abstraire des catégorisations dites naturelles, etc. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est ce qu'on vit, en fait, mais elle le pense en 85, donc tout ça pour dire que il y a peut-être des voies moins ambitieuses pour tenir le coup qu'être Donna Haraway. Mais... Merci beaucoup, Xavier. Bon, merci à vous. Merci beaucoup d'être venu conclure l'événement et discuter avec nous.